Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Je suis avec mon ami Zouzou, comment vas-tu? Eh bien, bonsoir, ça va super bien, toi? Eh ben Enfin, ça va, écoute, je suis content de reprendre, à chaque fois on dit ça, je suis content de reprendre cette émission, à chaque fois on se dit on va en faire 10 par mois, en fait on en fait qu'un, mais on est déjà super content de le faire à notre rythme. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat, il y a nous Vivanou, il y a Valentin, bienvenue à vous. Bah écoute Zouzou, je te propose, sans plus tarder, maintenant qu'on sait qu'on va bien tous les deux, ce qui est une donnée importante, euh, de commencer par, comme on fait d'habitude en début d'émission, on va commencer par toi. Bah comment ça va? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que tu as regardé que c'était super nul? Qu'est-ce que tu as regardé qui était super cool? À quoi tu as joué? Qu'est-ce que tu as écouté? Tout ça, raconte-nous un peu ta vie. allez, commençons par raconter nos très belles vies. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ah tiens, ça c'est pas une mauvaise question. J'ai réécouté un peu l'album de Kendrick Lamar, là, le dernier, qui était assez Incroyable, cool, incroyable. qui franchement m'a fait un peu dériver. Et c'était quoi ma dernière petite découverte? C'est pas un album en entier. Si, c'est un album, mais je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais j'écoute une hollandaise qui s'appelle Frukje. Frukje, et c'était très sympa comme son. C'est de l'électro, donc c'est pas forcément quelque chose que tout le monde écouterait, hein, mais c'est très posé, très très bien Nice. foutu, et bon, bah, c'est différent, quoi. Donc, Sinon, en jeu, là, je suis revenu sur Hearthstone, donc il y a moyen que je revienne sur le Ah, ladder, sur Twitch aussi. voilà, suivez l'ami Zouzou, hein. J'ai craqué. Voilà. J'ai eu une petite période où je suis monté assez haut, donc si je retryhard, ça peut monter, mais pour l'instant c'est que du pur kiff. Je regarde Euphoria Ah, pour voir un peu. J'ai commencé Banshee aussi. ah, J'ai vu We Own the City quasiment en entier, ah. j'ai dû voir 3 ou 4 épisodes. C'est plaisir. Et je pense que c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Et toi? Toi, Ah, Jojo, qu'est-ce que tu moi, regardes? Qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? moi, c'est. Alors, moi, je suis en train de regarder la grande finale de Better Call Saul. Ne me spoilez pas, il me reste 2 épisodes. Je trouve ça incroyable. Enfin, je savais déjà que c'était bien, mais tout le monde te dit c'est bien, regarde, pourquoi t'as pas encore regardé et tout. J'ai évité les spoils et là, je me prends les mandales sur mandales. Je sais pas si tu l'as fini ou pas, mais c'est un truc de fou quand même. Non, non, j'ai commencé il y a pas longtemps, mais j'ai pas continué, mais ça va reprendre, je Vraiment, pense, hein. voilà, les dernières saisons, la dernière saison, c'est au niveau, voire plus loin que Breaking Bad en termes de tension, de réal et tout, c'est un truc de malade. J'ai regardé le pilote de House of the Dragon, que j'ai vraiment aimé aussi. D'ailleurs, je suis très étonné, pas étonné, mais je pensais pas qu'il y aurait une hype aussi énorme, tu vois, quand je vois comment on était tous déçus de la fin de Game of Thrones, je suis un peu en mode, ils vont sortir ce spin-off, et ça va être regardé par 5-6 nerds de fans de fantasy, tu vois. Et en fait, c'est le record de HBO de l'histoire, le pilote, en termes d'audience. Tu fais, mais. Alors, t'imagines l'exploit, quoi. Genre, c'est plus vu que la dernière saison de Game of Thrones à la télé, là-bas. Sur Ouais, HBO un truc Max, genre c'est un. 10 millions versus Ouais, le meilleur Euphoria, c'était ouais, c'est ça. Incroyable. assez vénère, hein. Donc, voilà. Et puis sinon, bah, je vais surtout jouer aux 2 jeux dont je vais vous parler ce soir, donc je vais pas trop en dire plus. Et puis voilà, pas forcément plus de trucs. Ah évidemment cinéma, si j'ai vu le Park Chan-wook Decision to Live, je voulais beaucoup en parler ce soir, mais je le garde pour une prochaine fois. J'aimerais bien le revoir avant d'en parler. Et Nope aussi de Jordan Peele, mais je pense qu'on essaiera de trouver un format pour en parler tous ensemble avec Noon s'il est dispo et El Raku aussi, parce que c'est un film qui mérite peut-être potentiellement un petit mini scopcast, enfin un format dédié juste pour lui, parce que c'est un film très riche et très dense. Mais Non, donc voilà, carrément. je voulais pas trop en parler là en 5 minutes parce que c'est un peu compliqué. Mais chaud pour le faire. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, Nope. Non, pas encore Ah. là, le cinéma. La dernière fois que j'ai voulu y aller, un défaut de communication sur le site, du coup, la séance n'avait plus lieu. Nous on a vu Nope en IMAX et on a eu la foudre et ça a arrêté l'image pendant 20 minutes, mais on avait toujours le son. Donc en fait, la plus Ah, belle scène du film, j'ai juste eu le son et après ils l'ont remis en arrière. Sauf qu'ils pouvaient pas éteindre les lumières dans la salle, donc j'ai vu la plus belle scène du film dans la lumière du cinéma. Donc vraiment super quoi. Euh, je précise qu'une séance IMAX c'est 20 € et évidemment nous n'avons eu aucun remboursement de la part de Gaumont, même pas un paquet d'M&M's ou quoi.
Mais bon, c'est la foudre, Stylé. c'est pas leur faute, mais c'était un peu. En plus, c'était une scène très flippante dans le film qui se passe sous la pluie et tout, et toi, au même moment, t'entends la foudre et tout qui s'éteint. J'ai cru que j'étais en 4DX, et j'ai fait bah non, on n'est pas en 4DX parce que j'ai payé que 20 euros. Donc voilà. C'était pas très sympa. Mais Nope, un film, une fois que tu as les clés de compréhension après le premier visionnage, qui se revoit, je pense, avec grand plaisir, donc je vais essayer d'y retourner. Mais voilà. Ah, Bah écoute, si ça te va, on peut directement bah, enchaîner. Bah oui, Valentin était avec moi au cinéma, donc oui, effectivement, dans le chat, au début, on a cru que ça faisait partie du film. Clairement, j'étais en mode ah, c'est méta. Non, non, pas du tout. C'est juste fait arnaquer à cause de la foudre. Voilà. Bah écoute, je te propose de passer à ton premier jeu. Ton premier, oui, ouais, ouais. premier jeu, Little Nightmare 2. Je vais te changer Allez, la scène tout de suite. Et c'est parti. c'est parti Je... pour le show. Eh bien, alors, Little Nightmares 2, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un petit jeu vidéo très sympa. Je vais pas trop m'attarder dessus, sur vous décrire ce que c'est, plus partir direct sur l'analyse. On va en parler rapidement, mais en gros, c'est un film d'horreur qui a été, développé par les mêmes développeurs qui ont fait Little Big Planet, même si ça se voit pas trop quand on peut aller, il faut aller chercher un tout petit peu. Un vieux jeu PlayStation, je sais pas si vous avez joué à l'époque, des espèces de petites, poupées, de tissu, façon, poupée vaudou. Et ils ont repris un peu tout cet esprit-là, mais qui était joyeux, hein. Little Big Planet, c'était très, très carnivalesque, il y avait des couleurs dans tous les sens, c'était de la plateforme assez rigolote et mignonne. C'était un beau succès d'ailleurs de la PlayStation à l'époque, de la PS3 si je dis pas de bêtises. Et et là ils se sont dit qu'ils allaient reprendre cet aspect mignon et le faire contraster avec de l'horreur. Donc ça marche très, très bien, c'est très fonctionnel, il y a un bon environnement et on va un peu en discuter du coup ce soir. Alors pour commencer sur le scénario, très épuré, il propose pas quelque chose d'atypique ou avec une approche nouvelle. On revient même sur des vieilles légendes urbaines, pardon, et craintes des années 80 aux États-Unis. Autant dire qu'on est dans du rétro story. Bref, ça sert uniquement de base pour le jeu. Les personnages, en termes de profondeur ou d'écriture, on a presque rien sur les personnages. C'est un vide volontaire qui laisse place au gameplay avant le reste. Alors après, cela dit, quand je me suis un petit peu intéressé à certains faits du jeu et certains personnages, justement, il y a une petite, il y a une histoire, il y a un background qui est clairement défini, qui est connu, je pense, de ceux qui ont pu aller, qui ont platiné le jeu, qui se sont renseignés aussi et qui ont joué au premier volet, bien sûr. Donc bon, j'arrivais un peu en cours de route, donc forcément, j'ai pas cette historique-là. Mais c'est aussi le fondement de beaucoup de joueurs qui voient le succès d'un jeu, qui voient que le deuxième sort, qui réussit tout aussi bien que le premier, du coup, ils veulent essayer. Et ils vont pas forcément essayer par le premier. Dark Souls, par l'exemple, j'ai fait la même chose. J'ai commencé par le 3, j'ai tellement apprécié que je suis retourné à commencer par le premier. Et après, Et j'ai toujours pas fini le 2, c'est trop horrible. t'as J'ai fait toujours le pas 2 fini. et t'étais dégoûté, comme tout le monde. J'ai toujours pas réussi à le finir. Je me bats pour y retourner de temps en temps pour essayer Ouais, d'avancer, mais c'est dur, hein. c'est compliqué. C'est Ouais, c'est dur. dur. Surtout quand tu sais que il m'attend des heures et des heures de calvaire. On m'a prévenu, on m'a dit du calvaire, donc Tu verras. je verrai. Donc, par la suite, on peut parler du level design. Tout ça, là, on était sur l'ambiance scénario, enfin, ouais, on va dire, on a compilé scénario personnage sur cette espèce d'analyse du scénario. Et du coup, il y a le level design là-dedans. Je vais pas essayer de vous expliquer ce que c'est. Si vous connaissez pas, on peut s'en reparler à un autre moment, mais j- j'ai pas exactement les mots pour ça. Pas là qui me viennent en plus. Du coup, on va plus s'attarder sur cette partie-là, qui est la partie la plus intéressante et importante des trois. Simplement parce que c'est la plus développée. On profite donc d'une création de niveau très agréable je m'attarderai pas sur les quelques bugs qui rendent l'expérience un peu frustrante, mais le global des niveaux permet, facilement de s'y retrouver, hein, d'avancer, de profiter pleinement des différentes maps proposées. Bon, bien sûr, à l'instar d'Inside ou de Limbo, du très vaillant studio, Playdead, que je citerai souvent en comparaison car ils sont très proches, le jeu est très rapide à compléter. On comptera, 4-5 heures de jeu pour le terminer et je me suis pas pressé, hein, je suis pas allé très, très vite.
Ensuite, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que sur le reste de l'analyse, j'ai été un peu pris de court, mais on va parler de l'ambiance de façon générale. Donc l'ambiance, c'est plutôt la direction artistique, et la bande originale. Donc sur la direction artistique, les décors et les personnages, sont pris en compte, donc le chara design, hein. Et du coup, sur cette DA, elle est très sympathique. On reconnaît la patte du studio depuis Little Planet, comme je le disais au début. Il conserve l'aspect mignon, petit, disproportionné des personnages principaux pour renforcer l'aspect de l'horreur avec tous les autres, quasiment pas tous les autres personnages, mais une grande partie des autres personnages monstrueux et ennemis qu'on va, entre guillemets, combattre. Je ne vais pas vous spoiler si c'est du combat ou juste de la fuite, vous verrez vous-même. Il y a plein de petites mécaniques qui sont très sympathiquement amenées, on en parlera dans le gameplay. Et ce contraste, il est savamment utilisé. Je trouve que cette idée de Little Big Planet, où on contrôlait des tout petits personnages dans des gros environnements de façon disproportionnée et burlesque, tourné dans l'horreur, ça marche bien. Ça met la pression forcément, parce qu'on se sent très faible face à l'ennemi. Ça, c'est le genre de choses dont on aimerait parler dans notre vidéo. La bande originale, en soi, elle est très coolos, très fonctionnelle. J'ai pas noté quelque chose de particulier, ça m'a pas transcendé, ça m'amenait parfaitement là où je voulais être. Des moments un peu de tension, c'était pas de la peur horrifique, hein, on reste sur, ah, je- on reste sur quelque chose d'assez sobre graphiquement parlant. On y reviendra. Mais non, on veut pas y revenir, hein. On va parler justement de ce gameplay qui est très sympa, avec toutes ces petites mécaniques, hein, tout ça, ça fait partie de l'immersion, qui nous emporte, qui nous emmène vraiment facilement. Du coup, les 4-5 heures de jeu, je ne les ai pas du tout les sentis passer. J'ai dû faire le jeu en 2 sessions, alors qu'en ce moment, pour me poser plus de 2 heures sur un jeu, c'est compliqué. Là, c'était d'une traite, Mm. j'ai mangé le jeu, c'était très agréable. Et enfin, franchement, les mécaniques, on les attrape très rapidement. Il y a juste quelques petits moments entre des bugs qui nous font recommencer, qui frustrent un peu, et des tout petits, comment dire, puzzles qui, moi, m'ont fait bloquer un petit peu plus que ce que je pensais. Et c'était un peu frustrant aussi, mais c'est normal, hein. Un puzzle, c'est fait pour poser un peu le joueur et le forcer à réfléchir. Du coup, ces mécaniques, elles sont simples, mais bien faites. Et enfin, par rapport à ces graphismes, c'est aussi ça qui permet pas de se projeter dans l'horreur et d'être flippé de ouf, c'est que c'est sympa, mais sans plus, hein. Comme je disais, ils ont repris Little Big Planet et Mm. ils ont pas énormément amélioré les graphismes, hein. J'exagère en disant ça, mais j'ai pas senti une patte supplémentaire, un gros travail de moteur. Et en même temps, le jeu, il vaut pas très cher, c'est genre 20 balles, je pense, aujourd'hui. Moi, je l'ai eu pour beaucoup moins, je dû l'avoir pour une bouchée de pain en solde, je sais pas, à 5 ou 10 euros, je crois. C'était vraiment un petit jeu comme ça pour passer le temps. Et ça fait très bien le taf là-dessus. Alors, pour conclure, si vous n'avez pas fait Inside, plus que Limbo, parce que Limbo est quand même très vieux, si vous n'avez pas fait Inside, faites Inside. Par contre, si vous avez fait Inside et qu'il faut chercher quelque chose de bien, bien pétillant quand même, Little Big, là, je vais y arriver, Little Nightmares 2, c'est très bien. Franchement, ça vous crave le coup. Et voilà. Parfait. Bah Qu'est-ce que t'en dis? moi j'ai fait le 1, j'avais adoré le 2, pas du tout touché, mais je vais le faire. Surtout, comme tu dis, j'aime de plus en plus les jeux courts que je peux finir d'une traite, donc ça m'intéresse bien. Donc je pense que je vais les prendre, je sais pas, faut que je voir sur Steam à combien il est ou sur PS5, mais effectivement, très intéressé pour le faire. Ça fait longtemps, et il est sorti il y a un petit moment quand même, je crois. Ah, je ne t'entends plus du tout. Ouais, pardon, je disais, je pense que ça doit sortir en 18, peut-être un petit peu plus tard, 2019-2020, Ok, ouais, c'est ça, ouais, pour ça pas fait dire de conneries. un Oui, c'est petit, ça, c'est 2021 même. Ouais, non, c'était un pas petit moment si, qu'il est dans c'est l'année ma... dernière. Ouais, petit ouais. moment qu'il est dans ma liste, faut vraiment que je le fasse. Bah là, il est à 30, 30 euros sur Steam, ouais. Il est pas du tout en solde, mais je vais attendre un peu qu'il soit moins cher. Et Ouais, 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 il fais y avait ça. eu un DLC pour le 1, je sais pas s'il y en a un pour le 2, mais Il n'y a pas de DLC pour le 2. Ok, bon bah Peut-être très bien. qu'ils en ont un en préparation. S'il est sorti l'année dernière, peut-être ça va sortir d'ici fin d'année, On va voir. la donne, mais À je n'ai pas entendu voir. parler. Bon, en tout cas, merci, moi ça me donne bien envie, j'ai bien envie de le faire. Parce que, de toute façon, je voulais le faire, donc... mais effectivement, je trouve la DA, je la trouve incroyable, donc bien saucé. Bien saucé pour le faire. Bah, si t'as terminé, je peux passer à mon sujet. Oui, oui, et vas-y.
Alors, Parle-nous de Cult of the Lambs. alors, Cult of the Lamb, les amis, c'est le petit roguelike à la mode qui vient déjà de dépasser le million de joueurs alors qu'il est sorti le 11 août. Donc autant vous dire que c'est un énorme succès. C'est un jeu développé par Massive Monster qui est sur Switch, PS5, Xbox, Steam. Vous le trouvez, enfin, il est multi, il est quasiment sur toutes les plateformes. Et il est édité par Devolver Digital, donc ils sont connus pour éditer des jeux indés de très bonne qualité en général. C'est des petits chasseurs de super beaux studios. Et c'est un jeu qui est vraiment. Alors, moi, c'est vraiment un de mes jeux de l'année, je le dis tout de suite. Je savais même pas qu'il existait. J'ai vu quelqu'un que j'aime bien et jouer sur Twitch et j'ai tout de suite accroché juste visuellement au jeu qui est très beau. Et j'ai dit, il faut que je le teste alors que j'aime pas trop les roguelikes. C'est que toi, Zouzou, t'en as fait beaucoup. Moi, j'en ai fait beaucoup, mais à chaque fois, je les finis pas parce que je trouve ça trop dur. Pour ceux qui connaissent pas, les roguelikes, c'est des jeux de type, je pense qu'un des fers de lance, c'est Binding of Isaac, qui est pour moi, je pense, un des plus gros, on sera d'accord là-dessus, qui en gros sont des jeux dont le principe c'est de parcourir des donjons qui sont générés de manière aléatoire, trouver des objets qui vous rendent de plus en plus fort et aller de plus en plus loin dans le donjon, et quand vous mourrez, vous revenez au début et vous refaites la boucle jusqu'à avancer le plus loin possible. Euh, Ça, c'était le roguelike classique tel qu'on le connaît avec Isaac. Petit à petit, les roguelikes ont rajouté des mécaniques où quand vous n'êtes pas dans les donjons, vous avez des trucs en plus à faire. Par exemple, ou alors vous pouvez au moins améliorer votre personnage et vos statistiques pour devenir plus fort. C'est le cas de Hades que tout le monde a adoré. Hades a été un succès l'année dernière, il a roulé sur tout le Covid. Ce jeu, je sais que Zouzou y a beaucoup joué. C'est le cas aussi de Moonlighter qui est un peu moins connu, qui est aussi très cool où vous gérez votre village et votre marchandise que vous trouvez dans les donjons. Vous fixez les prix, vous les vendiez pour vous acheter des meilleures armes, des meilleurs boucliers pour être plus fort. Donc c'est vraiment cette mécanique, ouais, Limbo, Isaac, Meat Boy qui ont lancé les jeux indés, ça c'est vrai pour les jeux indépendants, mais pour les roguelikes, c'est vraiment Isaac qui est le fer de lance. Donc voilà. Et du coup, Cult of the Lamb, pardon, reprend un peu ce principe-là, c'est-à-dire qu'il va vous proposer une partie donjon roguelike extrêmement classique, hein. Si vous arrivez sur un étage, vous avez une salle où vous choisissez entre une arme et une magie, et vous avez à chaque fois genre le choix entre améliorer vos cœurs, ou améliorer votre vie, ou améliorer votre force, ou améliorer votre défense, ou faire des dégâts de poison. C'est toujours des choix à chaque fois par deux, et vous cumulez les effets pour devenir de plus en plus fort. La partie roguelike est extrêmement simple. Là où le jeu est très très original, et pourquoi tout le monde l'aime bien, c'est la partie justement, tout ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans les donjons. Et c'est la force de ce jeu. Je vais rapidement vous expliquer en fait le principe. Vous êtes un petit agneau qui vient d'être tué, on pense dans un abattoir, parce qu'il y a plein d'autres agneaux qui sont morts autour de lui. Et au moment où il va définitivement mourir et être jugé, il y a une espèce d'entité un peu démoniaque qui lui dit moi je te redonne la vie, euh, mais en échange tu crées un culte en mon nom. Donc vous dites oui, sinon il n'y a pas de jeu. Donc vous faites oui, et là vous arrivez, du coup vous êtes ressuscité, vous arrivez dans notre monde à nous, quoi, dans une plaine un peu vide, et on vous dit ok, vous devez créer votre culte. Et c'est là où le jeu est génial, c'est qu'on va vous donner des petits personnages, des animaux, des adeptes, ça s'appelle, parce que c'est un culte. Et vous allez du coup devoir gérer un peu la vie de ces adeptes en faisant attention que le niveau de foi, donc la foi qu'ils ont envers votre culte, ne soit jamais à zéro. Donc il va falloir un petit peu entretenir leur foi, parce que plus la foi est haute, plus votre village est en bonne santé, plus vous allez gagner beaucoup d'expérience et être beaucoup plus fort pour les donjons. Et du coup, comment ça se passe? En gros, vous allez devoir gérer leur hygiène, leur fatigue, leur faim et leur santé. Donc pour faire ça, il va falloir construire des lits, faire la cuisine, nettoyer votre village, etc. Sachant que petit détail important, si vous nettoyez pas leur caca, parce que c'est des animaux, hein, donc ils font caca partout, et que vous n'avez pas fait de cuisine, ils vont par défaut aller manger le caca par terre, c'est dégueulasse, et être malades. Et s'ils sont malades, ils restent au lit 3 jours, et du coup vous pouvez pas les faire travailler, leur demander de couper du bois à votre place, leur demander de s'occuper de la ferme, de la forge, etc. Le jeu... Les adeptes, c'est des cons. Hein. Ah oui, ils sont vraiment cons. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, des adeptes, vous pouvez en avoir, moi j'en suis à 10 là je crois, vous pouvez en avoir beaucoup plus, je sais pas c'est quoi le max, mais ça devient vraiment un vrai jeu de gestion, c'est-à-dire que tu vas devoir dire, toi tu vas t'occuper de la mine, toi tu vas à la forge, toi tu vas prier, etc. En parlant de prière, le jeu il a deux grosses mécaniques, vous avez une espèce de totem au milieu de votre village, vous pouvez demander toute la journée à vos petits adeptes de prier, plus il y en a qui prient, plus ça va générer en fait de la dévotion auprès de ces statues, et plus la dévotion est haute, plus ça va vous permettre de débloquer des constructions. Et c'est des constructions qui vous permettent d'améliorer le confort dans votre village, par exemple des toilettes.
Donc ça veut dire qu'ils font plus caca par terre, donc plus de problèmes de maladie. Un poste de soins, comme ça quand ils sont malades, ils peuvent se soigner. Une espèce de raffinerie pour transformer le bois en planches et la pierre en minerai, etc. Vous allez devoir gérer tout ça pour avoir des constructions de plus en plus balèzes qui vous permettent de moins gérer votre ville finalement parce qu'elle s'autogère grâce à des constructions vachement plus sympas. Par exemple, des tentes au lieu des lits par terre, vous allez pouvoir faire des fosses aussi et des tombes parce que quand vous avez vous pouvez avoir des adeptes qui meurent de diverses raisons, maladie, vieillesse, et si vous laissez les corps traîner trop longtemps, en fait, la foi envers le culte diminue parce qu'ils se disent ah ben on peut mourir, c'est dégueulasse. Et du coup, bah, ils tombent malades parce qu'il y a un cadavre qui pourrit. Et du coup, vous devez aller enterrer le cadavre pour éviter que la foi tombe. Toujours le niveau de foi qui est votre truc principal à gérer. Et ensuite, la mécanique la plus intéressante, c'est que vous avez une église. Et en fait, l'église va vous permettre de faire plusieurs choses. Vous avez déjà chaque jour, donc le jeu a un timer en haut à droite. Je crois qu'une journée, c'est 10 minutes dans la réalité. Et sachant qu'en 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui fait caca, quelqu'un qui mange son caca. Il peut se passer plein de choses qui fait qu'en fait, votre culte, d'un coup, la foi, elle diminue. Il faut vite gérer la chose. Donc on évite trop d'accélérer le temps pour passer la journée. Dès que le jour se lève, vous pouvez aller à l'église, faire un sermon. Et le sermon, en gros, c'est tous vos personnages qui vont prier devant vous et qui vont vous rapporter l'expérience. Et cette expérience vous permet d'améliorer votre attaque, améliorer votre vie maximum, améliorer votre défense. Donc ça, c'est vraiment la donnée la plus importante pour survivre dans les donjons. Au-delà de ça, vous pouvez aussi créer des doctrines. Donc les doctrines, c'est le truc le plus intéressant, c'est que ça va orienter votre manière de voir le jeu et de jouer. Vous pouvez par exemple privilégier, par exemple dire vos animaux ne vont pas dormir pendant 2 jours et ne faire que travailler, mais du coup la foi va baisser de 20%, mais tu as beaucoup plus de production, ou au contraire tu les autorises à dormir 2 jours entiers sans travailler et la foi augmente. Donc en fait c'est toi qui fais la balance entre est-ce que tu préfères avoir une foi un peu diminuée mais avoir full ressources dont tu as besoin pour construire plus vite, ou est-ce que tu préfères qu'ils se reposent, on dirait les dernières présidentielles en gros quoi, est-ce que tu préfères qu'ils se reposent et qu'en échange par contre ils sont en bonne santé mais tu n'as aucune production et tout est ralenti quoi. Donc c'est vraiment des choix un peu à faire, un peu compliqués dans le jeu mais qui font la richesse du gameplay. Et enfin, vous pouvez faire des trucs, c'est ma partie préférée évidemment, vous pouvez faire des rituels de sacrifice où vous prenez un de vos animaux et vous le sacrifiez devant tout le monde et ça booste votre foi au maximum, ça peut même la bloquer au max pendant 2 jours, donc vous n'avez plus à vous en soucier. Vous pouvez faire des banquets un peu sataniques, vous pouvez faire une élévation d'âme et sacrifier à chaque fois des adeptes. Donc le jeu est incroyablement riche. Je vous ai même pas raconté la moitié de toutes les mécaniques, j'ai pas envie de tout vous spoiler, c'était juste pour vous montrer à quel point la gestion de village, c'est pas juste on met une maison et c'est fini, il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Et honnêtement, je pense que je suis à 10 heures de jeu, j'ai dû passer 20% de mon temps dans les donjons, 80% du temps dans le village. Tellement j'adore cette partie, je la trouve vraiment incroyablement bien réussie. Vous avez plein de quêtes annexes auprès de vos adeptes qui vont vous demander par exemple de tuer tel ou tel adepte parce qu'ils s'engueulent. Ils ont aussi une gestion de relations entre eux. Vous pouvez être demandé en mariage par un des adeptes, ce qui va vous augmenter votre expérience aussi. Vous avez un mini-jeu de pêche, vous avez un mini-jeu de dés, un mini-jeu d'osselets, vous avez plein d'objets à collectionner, des décorations pour la ville, tout. Le jeu est incroyablement riche. Il fait tout bien en fait. C'est toutes les mécaniques qu'ils ajoutent sont vraiment bien faites. En plus, le jeu est très beau, les musiques sont vraiment cool. Et la dernière mécanique qui est sympa, c'est que vous pouvez, donc vous nommez votre culte comme vous voulez. Donc tu peux appeler le culte de Zouzou, tu vois, pour toi par exemple. Moi sur mon stream, je l'ai appelé, et vous pouvez aussi. JGN. Non, non, en fait, j'ai donné que des noms de politiques à tous mes adeptes. Du coup, bah, je les envoie se sacrifier, je les vois se chier dessus et ça me fait vraiment marrer. Mais en vrai, vous pouvez vraiment vous créer des petits délires sympas. Il y a même une fonction Twitch quand vous streamez le jeu où ça prend aléatoirement un nom de quelqu'un dans le chat. Donc c'est assez marrant parce que tu peux faire un culte un peu sympa avec tes abonnés, tout ça. Donc c'est un excellent jeu, il est à 25€ sur Steam et sur console, et vraiment je vous le conseille si vous aimez. Alors juste un point pour ceux qui n'aiment pas trop les roguelikes, qui trouvent ça un peu compliqué, c'est un jeu qui est vraiment pas dur lors de sa première run, donc je sais que toi Zouzou t'aimes bien quand c'est un peu compliqué les roguelikes. Par contre quand vous retournez dans un donjon, où je crois qu'il y a un New Game Plus, là le jeu devient beaucoup plus vénère, mais la première run se passe vraiment bien, c'est un jeu qui est pas frustrant à ce niveau là, et comme je vous dis au pire si vous galérez, un petit tour dans le donjon, un petit tour dans le village, vous faites 3-4 constructions, vous faites 2-3 sermons et hop, vous êtes boosté, vous y retournez, vous êtes bien quoi. Donc excellent jeu, je vous le conseille.
très grosse surprise. J'attendais pas du tout le jeu et je crois que c'est un de mes jeux préférés de toute l'année. Franchement, il est vraiment très bien. Et comme vous pouvez le voir sur le peu d'images que j'ai mis, le jeu est très joli. C'est une DA un peu à la Don't Starve que je trouve vraiment très réussi. Et puis sacrifier de manière sanglante des petits animaux mignons. Et la manière dont ils ont mélangé le culte satanique et les petits animaux mignons me fait vraiment marrer. Mais donnez pas le nom de vos animaux parce que vous allez le regretter si vous avez des animaux de compagnie. Ça peut être parfois très glauque et très triste. Vaut mieux mettre des noms de gens que vous aimez pas. Du coup, moi j'ai mis Zouzou, Valentin dit, tout ça. Tous les gens qui sont dans le chat et qui parlent avec moi. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un minimum envie, mais vraiment je vous conseille, le jeu est très bien. Il est sur toutes les plateformes, donc autant en profiter. Et vu le succès, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un DLC ou potentiellement d'un numéro 2, parce qu'il y a moyen de faire plein de choses avec ce concept. Donc j'espère qu'ils vont s'amuser, mais ils nous ont bien régalé, les messieurs de, comme je l'ai dit, le nom du studio c'est Massive Monster. Et je crois que c'est leur premier jeu d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. GG à eux. Et voilà, toi tu voulais te le faire, je crois, tu m'avais dit. Ah, ça me tente bien, comme tu dis, je suis un amateur de roguelite. Et je voulais te demander d'ailleurs, est-ce qu'il y a une notion de run? Parce que Hades, il y avait un gros kiff de la part des joueurs. Globalement, c'est de se dire que tu avais une run et tu avais un timer sur ta run, une efficacité, tu avais des stats et tout. Il y a toujours le même système. Alors je suis pas assez loin dans le jeu, je l'ai pas encore vu, mais peut-être c'est un truc qui se débloque après, je sais pas. Je vais m'enseigner. Le gars, il a fait une run et il a passé tout son temps dans le village. Ah oui, non mais bien C'est tout sûr. ce qu'il a fait. Bah, le jeu te demande de le faire aussi, mais c'est vrai que j'ai même pas fini, hein. Moi je suis au dernier donjon, mais je m'éclate bien. Mais je te Je dirai s'il y a ça. je t'avoue qu'entre sacrifier et monter un culte ou faire des runs, je sais pas qu'est-ce qui me tenterait le Voilà, plus. c'est ça, c'est ça. Après, par contre, je vous dis juste quelque chose aussi d'important. Le jeu était extrêmement buggé à sa sortie. Moi, j'ai dû recommencer ma partie au bout de 2 heures de jeu parce que j'avais carrément un soft log. Donc, un soft log dans un jeu vidéo, c'est quand en fait, votre jeu est bloqué, vous ne pouvez plus rien faire parce qu'il y a un événement qui s'active pas, un token qui s'active pas dans le code. Et qu'en fait, bah, votre partie est foirée. J'ai eu aussi beaucoup de moments où je sortais des donjons et l'écran était figé et tout, j'ai dû redémarrer le jeu, etc. Même s'il y a des sauvegardes auto, c'est un peu relou. Ils ont sorti un énorme patch hier qui apparemment a corrigé une énorme partie des problèmes. Donc c'est vraiment le moment là de se lancer. Je pense que tous ces soucis-là ont dû être réglés. Donc voilà. Et c'était un peu bloquant au début. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient à raison du nombre de bugs qu'il y avait, mais le patch d'hier a l'air assez conséquent. Donc je pense que c'est pas juste pour rien faire avec quoi. Donc voilà, Donc, voilà. je vous le on reste conseille. sur un jeu très, ouais, on reste sur un jeu très récent, c'est pas tellement étonnant les bugs. Et puis là, tiens, je parlais de Little Nightmares, je l'ai fini il y a quoi, il y a 2 mois, il a 1 an et demi, il avait encore des. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf. On peut pas tellement s'en prémunir aujourd'hui, on peut juste les limiter. Novi Vanou qui dit il a l'air sympa comme jeu. C'est vrai que dit comme ça, quand je parle de sacrifice de petits animaux mignons, c'est un peu glauque, mais quand ton personnage a un nom de politique, c'est vraiment beaucoup plus rigolo. Ou Donc, de carrément, nom. moi, ça me fait un peu penser aux animaux de la forêt dans Parc. Un peu, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais c'est marrant. Le jeu est marrant. Puis vous verrez, il y a des dialogues très drôles, il y a des PNJ qui sont vraiment marrants. Le jeu a vraiment un univers glauque et drôle en même temps. C'est assez marrant. Je trouve que le mélange entre les deux genres est vraiment bien, quoi. Donc je vous le conseille, voilà, pour la 8e fois. Vraiment, c'est un très 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 bon jeu. Et moi, j'ai fait le tour de ce Cult of the Lamb. Donc si tu veux, je te donne la parole pour l'œuvre numéro 3, qui est Tic Tic Boom. Je te laisse, mon cher Zouzou. Tic tic, tic tic, ah ya. Tic tic boom. Alors, je sais pas si tu l'as vu ou pas. Non, mais il est sur ma liste. Mais en fait, bon, je peux pas le dire maintenant, mais je suis extrêmement allergique à tout ce qui est comédie musicale, même quand c'est fake talent. Donc c'est un énorme frein pour moi. Mais parle du film et je te dirai si je vais les regarder ou pas. Vas-y, je Eh te laisse. bien, tu vas voir. Je pense que. Bon, je te dis à la fin ce que je pense que tu vas me dire. Alors, je vais vous l'analyser comme d'hab. C'est dans ces petits points habituels. On va parler de la réal, du scénar, de la photo, des acteurs et de la bande originale et du rythme. Du coup, sur la réal, c'est ce que beaucoup, je pense, attendraient de ce film, c'est un whiplash. Alors, non, pas une réal à la whiplash.
Elle est classique, elle propose rien de très innovant. Cela dit, c'est relativement fluide et Sacre. certains moments sont pas trop poussés sur du cut à foison avec quelques plans posés en accord avec le rythme du film. Donc c'est habituel et maîtrisé, donc c'est OK. Mais vous attendez pas à avoir un Baby Drive qui joue énormément sur le rythme, même s'ils le font à pas mal de moments, ou un Whiplash où, rythme et image se synchronisent parfaitement. Sur le scénario, il est un peu chaotique. Il promet des émotions en dents de scie, c'est un musical, j'ai envie de dire, hein. On va rire, puis on va pleurer en chanson. Même si ce dernier donne un peu le change avec le fort aspect dramatique du récit. L'ensemble reste majoritairement dans des codes classiques du genre. Quand je dis dramatique du récit, faut se taper l'histoire. Parce que du début à la fin, on n'est pas sur de la merveilleuse joie. Mais il y a des hauts, hein, mais on est quand même sur une comédie, en fait, une comédie musicale, un drame musical limite, mais pas dans le sens comme un film dramatique où on va vraiment avoir envie de pleurer. C'est juste que c'est une histoire qui est touchante, réaliste et assez prenante. Pas édulcorée, j'entends surtout. Même si elle l'est, mais elle est quand même pas tant que ce qu'on pourrait attendre d'une comédie Tu vas musicale. détailler un tout petit peu l'histoire ou pas? Parce que moi je sais même pas de quoi il parle en fait le film. Alors je prévoyais pas particulièrement, mais ça parle tout simplement du mec, dont Andrew Garfield, joue. C'est Jonathan, je vais pas retrouver. C'est un compositeur, américain. Enfin, en fait, je sais pas trop spoiler si tu connais l'histoire du mec, mais en soi, il a monté une pièce qui a, relativement révolutionné, hem, pas, Hollywood, mais les pièces musicales de l'époque. Mince, j'ai oublié le nom, elle c'est, ah, je retrouverai pas, mais c'est un peu le Hollywood des comédies musicales. Broadway, voilà. Ah oui, Il a un peu d'accord. révolutionné Broadway à l'époque, à son époque, avec une comédie musicale qu'il a rendue, mais il est mort très jeune, peu de temps après ça. Donc c'est D'accord. un talent qui nous a un peu été enlevé en soi, Ok. alors qu'il a galéré de ouf. Et son histoire, c'est qu'il galère énormément. Ok. C'est super intéressant de voir comment il prend cher, comment il se bat contre la vie, ce qu'il a réussi à faire. C'est quand même attendrissant et triste parce que vous le saurez, de toute façon, ça reste de l'histoire, mais il finit par mourir jeune. Sur la photographie, elle est parfois bien agréable et elle aide à percer plus joliment le quatrième mur. Bah, c'est ça, j'ai rien trouvé d'incroyable à redire particulièrement. Les acteurs, ils sont semblables pour la plupart, sauf Andrew Garfield, qui fait vraiment preuve d'une prestation bien différente de ce qu'on pourrait en attendre, hein. Je m'attendais à avoir Spider-Man et finalement, il est original, extravagant, il promet des moments immersifs quant au suivi des aventures du personnage principal. Attention, les autres acteurs, ils sont pas mauvais, hein, au contraire. En plus, moi, les Américains, je les trouve toujours super forts. Genre, tu peux pas en dire que un ils joue vraiment mal, mais ils donnent pas aussi bien le change. Justement, c'est qu'ils sont très pros, ils sont très forts, globalement, les Américains, mais de temps en temps, il y a des perles rares ou Hmm. en tout cas, des acteurs qui se démarquent. Et Andrew Garfield, en Non, moi l'occurrence, il se j'adore ce démarque beaucoup. gars. J'adore ce gars. Très, très bon. Sur la bande originale, elle est digne d'un grand musical, on en prend plein les tympans, c'est difficile d'en dire plus, ça reste un genre qu'il faut apprécier, hein. Je sais pas si tu apprécieras à mon avis, parce qu'on s'éloigne un peu des codes habituels, c'est un peu jazzy, bien sur, le côté classique aussi. Je saurais pas trop définir le genre musical, mais on sera un peu moins sur le classique, comme Mamma Mia, où Hmm. ça va toujours être foisonnant, on va toujours sourire, ou ça se rapprochera plus, par exemple, d'un Moulin Rouge, où j'avais trouvé Hmm. qu'il était quand même pas trop mal pour une comédie musicale. Le rythme est très bon, il promet quasi aucun temps mort, c'est aidé par la musique et la découpe qui en découle, on reste bien accroché tout au long, au récit comme au montage. Ça, comme j'ai dit, le montage, il est pas super codifié et calé parfaitement sur la musique, mais il reste très agréable, hein. C'est pas un montage qui m'a découpé les yeux. Comme je disais, il n'y a pas trop de cuts, c'est bien rythmé, justement, et c'est agréable, c'est fluide. N'attendez pas du miraculeux, cela dit, hein, c'est dans un cadre contrôlé et classique.
Conclusion, c'est un film musical dramatique, attendrissant et étonnant qui nous est proposé par Netflix comparé au top box-office pas trop des bonnes choses à en dire. Mais globalement, c'est pas le genre de choses que j'apprécie trop. Allez voir Tic Tic Boom. Bien sûr, si vous aimez pas les musicals, ou si t'aimes pas les musicals ou en gros drame chanté et dansé, n'y allez pas. T'aimes pas les comédies musicales habituellement, à mon Ah, avis, même si si, c'est genre. légèrement différent. Moi, en fait, ce que j'aime Ah, pas dans les comédies musicales, c'est les dialogues normaux chantés. Je trouve ça cringe au possible. J'ai fait tous les efforts du monde, mais je ne peux pas. C'est impossible. Le mec qui, au lieu de dire j'ai acheté du pain, il fait j'ai acheté du pain. Oh putain, frère, c'est ça horrible. va pas jusque-là. T'as quand même. Ouais, c'est pour ça que je dis que le rythme est ok, c'est qu'il c'est pas trop poussif. Ils vont pas tout le temps, tout le temps, tout le temps chanter. Mais il y Ouais, en a bon. beaucoup quand même. Ça reste une bonne partie du film. Et cela dit, il y a. Franchement, c'est original parce qu'il y a des moments où c'est fait comédie musicale, mais ça sert le récit et ça sert aussi la narration. Puisque Hmm. finalement, il raconte sa vie dans une espèce de comédie musicale pendant une partie du film. Et ça colle aussi parce que lui-même, c'est un mec qui dresse des comédies musicales. Oula, j'ai dit quoi? Comédie musicale? Un truc comme Oui, ça, t'as dit c'était ça, ouais. magique. C'était pas mal, c'était pas mal. Et du coup, ça colle au personnage parce que c'est entre guillemets une mise en abîme. On va dépeindre le personnage à l'aide de ce que lui-même a essayé de créer à son époque. Ok, Je bon, sais pas, est-ce que tu as envie? Est-ce que tu es partagé? Est-ce que tu quand même moi, quand s'il y a même une pas? version sans les chansons, genre, tu sais, genre, quand tu lances le film, il dit voulez-vous les chansons ou pas? Oui, non. C'est sur Netflix, c'est ça, t'as dit? Ouais, C'est un film Netflix. c'est un film Netflix Ouais, donc produit bon, par Netflix. accessible, il y a Andrew Garfield. Ouais, je peux faire l'effort d'essayer, je te dirais, je vais faire l'effort d'essayer. C'est vraiment parce qu'il y a Andrew Garfield et que je l'ai déjà chez moi le film, quoi. Mais voilà. Mais après, j'avoue que là, le plan en piscine, là, je trouve magnifique. Le petit plan en piscine avec les notes au fond de l'eau, je trouve que ça, c'est super beau. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qui m'intriguent un peu de voir comment. Parce que là, c'est une photo, mais j'aimerais bien voir comment c'est utilisé dans le média, quoi. Salut Mounir dans le chat. J'aimerais bien voir comment c'est géré. Donc Je ouais, je t'avoue que c'est une suis. des rares ouais, pardon, c'est une des rares comédies musicales que j'ai appréciées, hein. Parce que je parlais de Moulin Rouge, je l'ai vu, j'étais très jeune, hein, et la romance, m'attirait facilement. C'est pas un bon film, hein, et j'en ai vu d'autres et à chaque fois c'était et en plus, j'ai une tendance à, dès que je vois une scène de comédie musicale, de me dire: «OK, ce truc, c'est de la merde». Parce Mais que j'ai vu tellement de oui. séries sur Netflix où ils bombardent avec ça et Mm. où tu te dis: «Mais j'en peux plus, en fait». C'est comme tu dis, c'est genre le mec, il achète sa baguette, il le chante. Mm. Et tu là, genre, il va à l'école, il le chante. Tu fais genre: «Mais arrête-toi, arrête! Moi aussi je chante tout ce qui m'arrive dans ma vie, mais je suis pas filmé moi!» et et là, c'est clairement différent. Ouais. Ça m'a vraiment agrippé et Après, c'est pas non plus le film de l'année, hein, j'ai pas surkiffé non plus, moi j'ai mais envie de te demander une question qui va me déterminer si j'ai envie de voir ce film. Est-ce que c'est mieux que Sweeney Todd? T'as vu Sweeney Todd ou pas? oui, j'ai Cauchemar. vu. C'était affreux. Je l'ai vu au cinéma, mais je crois que j'avais envie de quitter la Tu salle l'as vu au toutes les 2 minutes. ciné? Ah ouais, bah attends, moi, à l'époque, Tim Burton, j'y allais avec mon t-shirt Jack là, et tu vois, j'étais comme un fou à l'époque. Après, j'ai changé, la vie m'a rattrapé, mais à l'époque, Tim Burton, j'y allais. Et je crois que d'ailleurs, c'est Sweeney Todd où je me suis dit, ok, le gars est finito, il a plus grand chose à raconter, et Johnny Depp, j'en peux plus, et Helen Carter, j'en peux plus, tu vois. Vraiment ce film-là où j'ai fait, voilà, c'est trop, c'est fini, quoi. Mais ouais, Sweeney Todd, c'était hardcore, hein. Dans comédie musicale, je crois que c'est un des pires trucs. Voilà. Bon, bref, après, j'en ai pas vu beaucoup, donc je peux pas trop juger. Tu vois, même La La Land, j'ai pas réussi à le regarder. Alors, je sais, c'est con, on me dit c'est incroyable et tout. Je ne peux pas, en fait, genre, juste Ah là là, quel enfer, Non, les non, coups. honnêtement, La La Land, c'est pas incroyable, hein. Ouais. Je n'aime pas particulièrement les comédies musicales, mais j'en ai beaucoup regardé, simplement parce que j'aime le cinéma et que je tiens à continuer à rester intéressé. Si un film est très, très bien vu, je vais quand même par curiosité. J'ai vu La La Land, On t'a perdu. pas franchement pas fou. Tic Tic Boom, je sais pas si je le regarderai, mais en tout cas, je me suis dit: «Ah, c'était sympa». J'étais pas dégoûté à la fin, Ouais, j'étais là: bon, écoute, «Ah». je tenterai ma chance si j'ai un peu de Si temps. tu
pour toi, et vu ton amour des comédies musicales, si t'as rien d'autre à foutre, franchement, Vraiment, si t'as rien d'autre à foutre, qu'il y a que ça de disponible et que ouais. euh, et que t'as un pistolet sur la tempe, franchement, tic tic boom, ça passe. En plus, le titre est approprié. Non, ok, mais après, Andrew Garfield, je suis curieux. Ouais, franchement, je suis curieux de la. Je jetterai un œil. Promis, je jetterai un œil. Je ferai un débrief de 8h30 sur Twitch. Voilà. Jette un petit œil. C'est tout ce que tu voulais nous dire sur le film? Oui, je n'ai pas plus à en dire. J'ai plus d'attentes prochainement où j'espère revenir avec des visionnages qui m'auront transcendé. Et on en parlera à la fin. Tu me diras si tu as envie de les voir aussi ou pas. Eh bah, vas-y, Et go. à toi de nous parler de Live, Live Live, Live, qui n'est pas Olive Olive, hein, ça n'a aucun rapport. Olive. Live, évidemment, en anglais c'est bien mieux. Alors, Live, c'est un jeu que j'ai beaucoup fait cet été. Il est sorti le 22 juillet 2022. Je l'ai poncé comme j'ai rarement fait. Autant accroché un jeu depuis longtemps. Surtout sur ma Switch qui prenait la poussière depuis longtemps. Et c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps. Parce que c'est un jeu qui est sorti en 94 au Japon. Et qui n'est jamais arrivé en France parce qu'on n'a jamais le droit au bonheur, ni n'importe où. Elle est juste sortie au Japon en fait. Et c'est un jeu qui était devenu culte par son absence, puisque c'était possible de le faire hein, en émulateur, évidemment, avec un patch traduction française. Donc il y a beaucoup de geeks, de nerds qui avaient évidemment fait le jeu. Moi, je connaissais pas du tout avant que Square annonce du coup un remake. C'est pas un remaster, attention, on est loin des trucs, des pixels. Les arnaques Pixel Edition de Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tu as dû voir, ou pire, leur Chrono Cross qu'ils ont sorti cet été sur PS4, PS5, là où c'est juste la ROM PS1, c'est tout. Vraiment l'arnaque absolue, et tu payes ça 20 balles, tu joues, t'as une ROM que tu pourras avoir gratuit avec Google, quoi. Là, Sur RomStation, voilà, qui est là très on bien, est, là, qui évolue. voilà, sur RomStation qui est parfait. Là, on est sur un remake avec un moteur sûrement Zuzu que tu connais, qui est le moteur qui s'appelle HD2D, qu'ils ont utilisé pour Octopath Traveler, qui est sorti il y a 4-5 ans. Tout à fait. Et pour Triangle Stratégie, qui est sorti cette année, qui est aussi un excellent jeu que je vous recommande si vous aimez les tacticals. Et ici, on est sur le 3e jeu, et ils ont annoncé un remake de Dragon Quest 3 avec ce moteur, et j'espère un jour, vraiment, qu'on aura FF6 avec ce moteur, ce serait incroyable. Donc là, on est sur normalement, c'est ma conclusion, mais je vais le dire maintenant, pour moi, là, on est sur un remake utile, qui permet de découvrir un jeu qui n'est jamais sorti chez nous. Donc déjà, c'est légitime, je trouve, parce que je suis pas trop remake, j'aime pas trop défendre les remakes en général. Et en plus, c'est sublime. Je vais vous donner des petits exemples, mais vraiment, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Donc, Live, pourquoi c'est un JRPG que je conseille même à ceux qui sont pas forcément fans du genre. Tout simplement parce que c'est extrêmement original. Quand vous lancez le jeu, vous avez le choix entre 7 personnages qui correspondent chacun à une époque. Donc je vous l'ai dit dans l'ordre chronologique. Vous avez la préhistoire, le Far West, le présent, la fin du Japon Edo. Donc là, le présent, c'est pas du tout dans l'ordre en fait. Pardon, la préhistoire, le Far West, la fin du Japon Edo, la Chine impériale, le présent, le futur proche et le futur lointain. Vous choisissez celui que vous voulez. Le jeu ne vous dit pas, tu commences par la préhistoire et tu finis par futur lointain. Si tu as envie de commencer par futur proche, tu le fais. Si tu as envie de commencer par préhistoire, tu le fais, etc. Moi, je vous conseille de commencer par futur proche parce que c'est un de mes chapitres, je trouve, qui réunit le mieux tous les éléments du jeu. On n'est pas juste, tu choisis une époque et tu arrives avec un petit personnage dans son petit village, tu parles à 4 PNJ, tu vas abattre 8 monstres et le chapitre est terminé. Chaque chapitre a sa propre mécanique de level design et de gameplay. Je vous donne un exemple pour pas spoiler toutes les époques. Je vais prendre la période Far West qui a été ma préférée. Dans la période Far West, vous êtes un cow-boy hors la loi, hein, avec tête mise à prix, etc., qui arrive dans un petit village. La mise en scène est incroyable. Déjà, juste un exemple pour ceux qui peuvent voir le visuel sur le stream. Si vous écoutez en audio, je pourrais poster je mettrai ça avec le podcast en miniature. Tu as un plan Zouzou dans le slide, un moment où tu vois un espèce de village en 3D. Comme un plan de caméra. Ça, c'est typiquement ce que j'adore avec ce moteur HD 2D, c'est que les décors sont en 3D en fait. Tout est absolument fait en 3D. Et en fait, ils mettent un angle de caméra où tu as l'impression que c'est de la 2D avec un sprite de personnage qui est en 2D. Et du coup, ils peuvent se permettre, dans le période western, de te faire ce plan-là. Tu arrives dans le petit village, et tu vois ce petit plan trépied sur la perruche de la maison avec le petit truc de paille qui passe.
un plan posé sur un tonneau, où tu vois une petite calèche, tu vois vraiment, ils te mettent dans l'ambiance western instantanément. C'est pas juste la caméra passe sur le village et tu vois 3 PNJ qui traversent, tu vois. Crystal Salou. Donc ça te donne vraiment, vraiment une vraie production de jeu 3D, quoi. Hyper intéressant. Et du coup, tu arrives dans le. C'était con. T'arrives dans le saloon, tranquille. Et en fait, les villageois te disent: oh là là, c'est un peu nul en ce moment. Il y a un gang qui veut tous nous buter pour prendre le contrôle de la ville, quoi, le Far West. Et là où un JRPG classique t'aurait dit: ok, bah, tu montes, tu vas dans le désert, tu bats 8 monstres, tu fais un peu d'expérience, tu deviens plus fort et tu vas poutrer le gang. Là, en fait, le jeu vous dit: t'as un timer en haut à droite, tu as 10 minutes chrono pour trouver le maximum d'objets dans le village. Donc, tu rentres chez tout le monde, tu ouvres les coffres, tu regardes sous les lits, tu regardes dans les tonneaux, etc. Tu dois aller au saloon et attribuer un objet, un piège à chaque villageois pour réussir l'embuscade le lendemain matin. Tu vois, donc on est vraiment dans un truc hyper intéressant, surtout pour un jeu de 94, je le répète. Donc tu vas par exemple donner, il y a un poster un peu olé olé que tu donnes aux gamins que tu vas lui demander de coller sur le mur pour distraire les mecs. Il y en a un, tu vas lui dire de poser la dynamite là, etc. Mais sauf qu'à chaque fois que tu demandes à un mec, ils disent: tu devrais demander à moi parce que Gérard, il est vraiment nul. Et quand tu vas parler à Gérard, il dit: donne surtout pas ça à Roger. La dernière fois qu'il a fait ça, il s'est explosé les mains. Enfin, tu vois, du coup, c'est un peu. Le jeu te trahit, te piège un peu, et c'est à toi de trouver, par rapport au dialogue que tu as eu un peu avant, quel personnage serait le plus intelligent et le plus utile et cohérent par rapport à l'objet que tu lui donnes. Bref, vous faites Ok. l'embuscade, et selon le résultat de cette embuscade, bah, le combat final va être beaucoup plus dur, parce que soit vous vous retrouvez face à un seul ennemi, soit vous vous retrouvez face à 6, 7, 8 ennemis si vous n'avez pas réussi l'embuscade. Le jeu, c'est ça tout le temps. Par exemple, dans le futur proche, votre personnage il a la capacité de lire les pensées. Donc vous allez pouvoir voir ce que dit le personnage à haute voix et vous pouvez lire sans penser, et peut-être qu'il va penser à un code pour ouvrir une porte, tu vois, ce genre de truc en fait. Vous pouvez pas penser à un espèce d'indice pour progresser dans le chapitre. Pareil, le Japon Edo, c'est le visuel qui est en ce moment à l'écran. C'est un petit peu un truc à la Metal Gear où tu dois t'infiltrer en haut du palais, du temple, en passant derrière les gardes, en passant dans les catacombes, en mettant des cordes au bon endroit pour arriver dans la bonne pièce, en essayant de trahir, te déguiser pour passer, tu vois, c'est que des mécaniques intéressantes dans chaque chapitre. Chaque chapitre dure 1 heure et demie grand maximum. C'est-à-dire que vous avez vraiment pas le temps de vous lasser, en fait, c'est que des petites nouvelles. Faut vraiment voir ça comme un recueil de nouvelles. Par exemple, le présent, ce n'est qu'une succession de combats à la Street Fighter. Et t'as 7 combats, tu choisis le combattant, etc. Le seul point commun entre les chapitres, c'est le système de combat qui est un peu particulier, c'est un tactical action. Donc c'est pas un tour par tour réellement, mais c'est un peu difficile à expliquer à l'oral. Vous avez une grille en gros de 12 sur 12, tu vois, avec l'ennemi qui est à gauche, toi à droite par exemple. Et à chaque fois que tu te déplaces, ça fait monter la jauge d'action de ton ennemi d'un petit cran. Et toi, tant que sa jauge est pas pleine, tu peux lancer l'attaque que tu veux. Et chaque attaque va attaquer une zone de carré particulière sur la grille. Donc, par exemple, le gars avec le pistolet dans le Far West, il va avoir que des lignes droites quand il attaque. Donc, il faut bien te mettre en face de l'ennemi, tu vois. Si c'est des mecs qui font du kung-fu ou un art martial chinois dans le chapitre de la Chine, tu vas devoir vraiment te mettre dans le dos de l'ennemi pour que certaines attaques fonctionnent. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Le système de combat est vraiment sympa. Et enfin, pour clôturer rapidement, euh, le jeu ne se finit pas au bout de ces 7 chapitres. Je ne vous dis rien du tout, mais le jeu ne se termine pas du tout quand vous avez fini le chapitre. Et vous allez bloquer plusieurs chapitres secrets dans d'autres périodes, donc je n'ai rien dévoilé. Et un climax final qui est incroyablement réussi. Et une scène bonus qui a été rajoutée dans ce remake qui n'était pas dans le jeu original. Le jeu est complètement traduit en français et doublé en anglais ou japonais, donc c'est vraiment le remake pour que tout le monde en profite dans le monde entier. C'est pas un jeu un peu confidentiel en anglais. Et je voulais terminer évidemment par les musiques qui sont une claque monumentale, qui évidemment ont été réorchestrées par rapport à celles de l'époque. On les doit à Yoko Shimomura, qui est une compositrice qui avait fait les musiques de Street Fighter 2, Breath of Fire, FF15, les Xenoblade, les Kingdom Hearts. Donc tu vois, petite compositrice indépendante, quoi, qui a peu fait les plus grosses BO de l'histoire, je pense, côté Square, avec Uematsu. Donc voilà, vraiment, je vous dis, ce jeu, c'est une pépite. Il est uniquement disponible sur Switch, il me semble, mais peut-être que je dis des bêtises, donc je vais vérifier s'il est sur Steam, mais je suis persuadé que c'est que c'est une exclue Nintendo. Mais dans tous les cas, je sais pas si tu l'en avais entendu parler, c'est pour toi, c'est complètement obscur. Non, non, je n'avais. Mais je crois que j'en ai entendu parler que parce que j'ai vu Ah, tu vois. ton, ton Insta et ton Twitter. Mais sinon, Ah, je l'ai pas du tout entendu parler avant, je crois tu pas. vois, c'est
Et du coup, j'en reviens vraiment. Oui, donc je confirme, excusez-moi, que c'est vraiment que sur Switch. Ouais, c'est Et que je, Switch. je confirme ce que je disais, remake utile, dont Square Enix devrait, du coup, bah, en fait, être content de ce qu'ils ont réussi à faire, parce que pour le coup, ce moteur HD 2D, j'y crois beaucoup, moi, je trouve. En plus, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, il améliore à chaque fois. Genre, Triangle Stratégie, t'es vraiment un cran au-dessus par rapport à Octopass, vraiment. Tu sais, t'as la caméra qui tourne beaucoup plus. T'as des plans un peu zénithaux, vraiment qui fonctionnent vraiment bien. Et là, ils vont encore un cran au-dessous. Tu as vraiment des angles de caméra cinématographiques pour la partie western. Évidemment, je vous ai pas parlé de toutes les références cinématographiques dans le futur prochain, dans le futur lointain. Tu es dans un vaisseau spatial avec une menace extraterrestre à l'intérieur du vaisseau. Où je vous dis pas quelle référence ça fait, mais bon, voilà. Et tu as aussi un énorme ordinateur de bord tout blanc qui parle et qui dirige les opérations. Tu as 1 milliard de références cinématographiques. Pour un jeu aussi de 94, c'était quand même assez intéressant. Donc voilà, un jeu que je vous conseille vraiment, qui est d'une richesse folle, hyper plaisant à faire. Et quand il y a un chapitre qui vous plaît moins, parce que c'est un peu le défaut, c'est qu'il y a des chapitres un peu inégaux. Moi, le chapitre du présent, j'ai vraiment pas trop aimé. Mais on parle de une demi-heure de jeu, quoi. Donc tu vois, c'est pas au pire, tu le passes et puis t'es content. Et aussi, contrairement aux jeux de l'époque, ici vous pouvez arrêter un chapitre pour en commencer un autre et revenir après dans le prochain. Alors qu'à l'époque, quand tu commençais un chapitre, tu ne pouvais pas t'arrêter. Bienvenue, je te dose dans le chat. Salut. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné un peu envie de laisser. Je te le prêterai si tu veux quand je te verrai. Il y a moyen, j'ai des questions. Ouais, C'est combien d'heures de jeu? franchement, je dirais que grand max 15-20. 15-20 heures. 15-20? Ouais, Ouais. ça va, c'est parce que tu vois, quand j'ai vu RPG, et moi en ce moment les RPG je peux pas, Bah surtout ouais. que bah, en fait j'en ai deux à finir et que j'en suis qu'à la moitié d'un, qui est Persona 5. Et après j'ai Disco Elysium, donc je suis là genre non, je veux pas me mettre un troisième RPG dans ma liste, je vais mourir parce que j'adore ça, mais ça me prend trop de temps. Ouais, ouais, non, Ça me mais c'est prend pour trop de ça que je te temps. dis, il est bien. Et en Donc plus, vraiment, 15-20 heures, ça va, ouais. je te dis, le chapitre le plus long, pour moi, ça a été le Japon. Et c'est mon préféré, hein. Donc du coup, j'ai pas vu le temps passer. Je l'ai fini en 1h20. Voilà, c'est vraiment l'histoire la plus longue. Et tu as 9 histoires. Donc bon. Et je te dis 15 heures parce que après t'as de temps en temps, je sais que le chapitre préhistoire j'étais un peu bloqué, c'est le seul chapitre où j'ai dû faire un peu de farm, donc un peu me battre contre des monstres pour augmenter l'expérience, c'est le seul chapitre et ça m'a pris peut-être une demi-heure de farm, tu vois. Mais après le jeu te demande jamais d'en faire quoi, donc D'accord, voilà. ouais, du coup, c'est aussi ça. Question, c'est bah, j'avais une autre question, c'est est-ce qu'il y a 7 chapitres, mais si tu peux pas, enfin, s'il y a, je sais pas combien de chapitres, plus les trois, plus le climax et tout Mm. ça, bon, Mm. vaut mieux pas que je sache le nombre. C'est ouais, en fait, il y a des moments où t'as pas du tout l'impression dans un RPG. Là, ton histoire c'était pas le saloon, mais bref, Le c'était le présent. village où il fallait leur donner des objets Ouais, c'est ça différents en fait, et t'as d'autres mécaniques En comme ça. fait, le seul aspect RPG du western, c'est le combat final, quoi. Où c'est vraiment, c'est un combat de action RPG, enfin de tactical RPG, mais sinon, oui, c'est que des mécaniques comme ça. Pareil, tu vois, dans la partie préhistoire, ton personnage, il peut suivre les traces de gibier avec l'odeur. Du coup, tu vas repérer les monstres comme ça sur la carte en suivant un peu la fumée, et ça va donner des éléments, en fait, des os, de la peau, tout ça, pour créer des meilleures armures et des meilleures armes. Donc c'est le seul chapitre qui a un peu de craft, tu vois. C'est que des trucs comme Mm. ça. Mais, mais t'as quand même l'aspect RPG dans le sens où bah, il faut quand même baliser sur les dialogues, pour savoir à qui tu vas donner les pièges dans la partie western. T'as quand même toujours une petite composante RPG, mais qui est toujours très différente. C'est jamais vraiment le JRPG classique Final Fantasy de l'époque où c'était que aller dans les villages, parler à des gens, aller dans le donjon, aller dans les villages, parler à des gens, t'améliorer, aller très loin de ça, quoi. Ce qui est très original en fait. Ouais, ouais, c'est plutôt cool. Ouais, Et- ça donne bien envie. Non, Ouais, il est très bien. je t'avoue que j'ai plus envie Cult of the Lambs, Ouais, normal, normal. mais Live Alive, clairement après t'avoir entendu m'en parler là, ça me donne bien plus envie que quand j'avais juste vu la jaquette et et que j'avais vu RPG, j'ai fait non, Ouais, pas c'est maintenant. tellement atypique que c'est compliqué à vendre sur une jaquette, tu vois, parce qu'ils disent rejoignez cet univers, machin. Mais ça veut rien dire, tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils sont pas contentés de te changer d'époque. Ils ont vraiment à chaque fois réfléchi à des mécaniques de gameplay qui sont vraiment cohérentes par rapport à l'époque où ça se déroule. Et c'est ça que j'ai adoré en fait. Genre la partie Edo, clairement, t'es un shinobi, donc t'infiltrer derrière les ennemis, tu vois, et trouver un moyen de te faufiler, c'est hyper cohérent. C'est pas juste un shinobi, tu rentres dans une pièce, tu te bats, tu rentres dans une pièce, tu te bats, tu te rentres, tu vois.
C'est vraiment hyper cool quoi. Et pareil, le Euh, chapitre futur proche. Est-ce que euh, tu serais en train de critiquer un certain jeu? non, bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles. Attention, Euh, attention! il a... J'espère que c'est pas celui que je crois. Non, t'inquiète, c'est un autre jeu. Oh, forcément que c'est un autre jeu. Et la partie futur lointain, par exemple, tu n'as aucun combat. Voilà. C'est que du texte et de l'énigme et tout ça. Donc c'est vraiment super bien, quoi. Vraiment super bien. Et moi, j'adore. C'est Ouais, c'est vraiment un peu, tu sais, ça me fait penser à Evoland, plus récent, où t'avais vraiment plein de mécaniques de gameplay différents. Sur un jeu indé où tu commençais un jeu, il était en 8 bits et tu finissais, c'était un jeu en 3D stylé et tu voyais toutes les époques du jeu vidéo. Et chaque époque avait ses mécaniques de gameplay. Là, c'est un peu pareil, mais c'est tout le temps le même graphisme, quoi. Mais c'est super beau. Donc, comme je vous t'es disais, moi, je prie un jour d'avoir un remake de FF1, 2, 3, 4, 5, 6 avec ce moteur et pas les trucs qu'ils nous font depuis 10 ans à nous ressortir les ROM en mettant un lissage télé cathodique là et te revendre ça 15 balles, quoi. Donc, voilà. surtout le 6, parce que les autres, c'était plus du déplacement sur map. Ah, le 4, le 4, le 4, le 4. Le 4, c'est le meilleur. Le 4, c'est pour moi le Le meilleur. 4, l'histoire et Ouais. le jeu était cool. Oui, puis tu peux changer. Quitte à faire un remake, tu fais pas comme un FF7 remake, quand tu rajoutes des petites mécaniques de gameplay, tu vois. Tu peux faire des trucs stylés. Oh, attention. Ah, petit tacle. Waouh. Mais, Ah, d'ailleurs, t'es sûr que t'étais pas en train de parler mal de Sekiro, toi? mais bien sûr. Non, mais non, parce que Sekiro, déjà, Sekiro, c'est faux. Tu peux te faufiler et tu peux un peu être discret. Tu peux. Je parlais plutôt des RPG où en fait tu vois bah, un donjon de Final Fantasy c'est quoi? C'est tu marches aléatoirement et un ennemi tu le bats, tu marches aléatoirement, tu vois. Là t'as jamais ça quoi. C'est vraiment c'est ça que j'ai adoré. Surtout pour un jeu de l'époque, faut reconceptualiser les gars, on parle d'un jeu de 94 quoi. Donc c'est-à-dire qu'en 94 ils ont eu l'idée déjà de bouleverser les codes d'un genre qui était pas vieux, tu vois. Alors qu'aujourd'hui on se retrouve avec des jeux qui font la même chose depuis 20 ans, les Assassin's Creed et compagnie, donc tu fais t'es quand même assez couillu à l'époque quoi. Donc très bon jeu. Très bon jeu. Ouais, il y en a ici dans ce chat, à mon avis, ils avaient même pas 4 bras hein, quand ils étaient à l'époque là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu vois, vraiment. Moi, par exemple, j'en avais pas. J'en avais Toi, que 2. toi, Ah, c'est ah, vrai, ça, c'est ouf. Mais bon, voilà. ouais. Voilà pour Live Live. Vraiment, je vous conseille. Un très très bon jeu. Que sur Switch. Et je sais pas s'il y a une sortie PC prévue, mieux qu'on a vu Octopath Traveler, etc. Peut-être que ça viendra un jour sur PC. Mais en tout cas, voilà. Et comme je disais, ce moteur, moi, je le trouve hallucinant. Et on va avoir Dragon Quest 3 avec. Donc ça va être cool. C'est un très bon Dragon Quest, le 3 en plus. Donc voilà, bah écoute, si ça te va, on peut repasser sur la scène où on discute. Eh bien, discutons de ce que nous avons en tête aujourd'hui et que nous avons envie de regarder. Dis-moi, Ah, toi, qu'est-ce que tu as envie de voir là maintenant? Qu'est-ce qui t'a été annoncé et que tu as envie de voir et qu'est-ce qui n'est même pas a été annoncé mais que tu as un peu raté et que bah écoute, tu veux venir là, dans les prochains jours? j'attendais un petit peu d'espoir des conférences de la Gamescom et j'étais hyper déçu. Même si on a eu l'annonce d'un podcast d'Hideo Kojima quand même. Je pense bouleversant dans l'industrie du jeu vidéo. Je pense qu'il y a eu Mario, la 3D et ça, tu vois, c'est les 3 trucs clés de l'histoire. Non, plus sérieusement, moi j'attendais House of the Dragon, pas énormément, mais j'ai tellement adoré l'épisode que ça m'a re-hypé de regarder chaque semaine, je suis très content. Faut que je finisse Better Call Saul, mais je suis vraiment... Ah si, j'ai de la bêtise. HBO, hier, ils ont montré le trailer de leur série White Plumbers avec Justin Theroux et... comment il s'appelle l'autre là, qui est dans True Detective, Harrington. Donc j'ai The White House Plumber, j'ai très hâte de voir cette série. Donc on va voir ce que ça donne. Mais sinon, j'ai pas de grosses attentes parce que la Gamescom m'a énormément déçu dans les annonces qu'ils ont fait. À part le Dune MMORPG, je sais pas si t'as vu ce truc là. Avoir un Dune MMORPG, à voir. Non, j'avoue, je suis passé à côté de la Gamescom. J'ai pas du tout. Voilà, pu tu regarder. vois, donc voilà. Mais sinon, vraiment, c'était vraiment pas ouf cette conf. Tu dis, mais franchement, limite, fallait pas la faire. Il y a très peu de jeux indés, en plus, j'étais un peu déçu. Donc en vrai, moi, j'ai tellement enchaîné les bons jeux là, les bonnes séries et les bons films. Que là, je suis un peu dans une phase où je sais pas ce qui va se passer les 3 prochains mois sur ce niveau-là. Donc j'ai pas vraiment de grosses attentes en jeu vidéo, c'est un peu mort à un moment de mon côté. Parce qu'il y a eu énormément de sorties là qui ont été faites. Cinéma, j'attendais énormément Nope, bah je l'ai vu. J'attendais le Park Chan-wook, je l'ai vu. Là, il y a le George Miller qui a l'air sympa, que j'aimerais voir.
Et puis en série, à part non, The Last of Us d'HBO, ils ont pas, je crois qu'on n'a pas la date. Donc non, en vrai, pas masse de trucs, voilà. Voilà. Et toi, du coup? Le George Miller. C'est quoi le prochain George Miller? Bah, il est sorti là, c'est 3000. Ah oui, 3000 ans à attendre. Ouais. Oui, je vois. Il est en train de tourner la Mad Max 2 là. Oui, j'ai vu avec il est en train de détruire un désert. Qui s'était fait bully. Ouais, c'est ça. Il est en train de dégommer un désert, mais le film va être fou, c'est pas grave. La base quoi. Normal. Ouais, Merci Miller. Il pourrait tourner ça en même temps que Dune, tu vois, ça permettrait de mutualiser la location du désert, quoi. Mais bon. Bah ouais, il faudrait que ce soit pratique, t'imagines ça, le réalisateur. Alors, plusieurs réalisateurs se mettent d'accord pour. C'est ça, t'es en train de voir Dune partie 2, t'as Paul sur un verre, et si tu regardes au loin, tu vois un gros camion qui traverse à 1000 km/h avec un mec qui joue du métal. Avec des flammes et tout, et des gros gens tornades. Alors, nous avons essayé de retirer ce plan du film, mais c'était impossible. Ça aurait été stylé. Ça, c'est Paul. Tu me diras, ce serait peut-être moins pourri que Ready Player One qui a fait ça exprès pour le coup, tu vois. Mais bon. Ah, voilà. les petits clins d'œil de Ready Player One. Les petits clins d'œil. C'est pas affreux, hein, mais bon, on restait sur. Les petits clins d'œil, genre le film il a que ça pour exister, il t'en balance toutes les 2 secondes pour te dire t'as vu ça, t'as vu ah putain c'est insupportable le fusil. Non, tu exagères, il y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup plus. C'est le film qui en a le plus au monde, je pense. Bon bref. Du coup non, j'ai pas énormément, mais j'en ai quelques-unes qui me titillent énormément et qui n'ont pas énormément fait parler d'eux. Il y en a un d'abord, c'est le prochain film, oui, il vient de sortir je crois, ou il va arriver au cinéma semaine pro, un truc comme ça. Everything Everywhere All at Once. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce, c'est avec l'actrice qui a joué dans Les Couteaux Volants ou Tigre et Dragon, je sais plus. Elle a joué dans pas mal d'autres films comme ça, c'est assez étonnant parce que je m'attendais pas à autant de bonnes critiques de ce film, il avait pas l'air de donner quoi que ce soit et finalement ça me titille et il a l'air très très bien. Bien sûr, il y a Nope que j'ai envie de voir. Et il y a aussi Decision Wave aussi, bien sûr. Et La Nuit du 12 que j'arrête pas de me dire, je suis persuadé que je vais passer un très très bon moment. C'est La Nuit du 12, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est un film... ouais. C'est un peu un style Quai des Orfèvres, mais façon disparition, et ça a l'air... ça a l'air plus dramatique et bien... Enfin, mieux amené. Quai des Orfèvres, j'avais pas eu trop envie de le voir, alors que ça m'a très très tenté. En dehors de ça, il y a aussi Inu-Oh, qui est une animation qui a l'air méga belle. J'ai très très envie de la voir. Je dis ça, j'ai toujours pas vu Belle alors que. Oui, pareil, j'ai pas vu. Faut que je me vois. Et après, il y a 2 autres trucs. C'est The Territory, qui est un documentaire qui a l'air ouf, qui a l'air complètement, mais genre perdu au milieu de nowhere, dans un endroit où tu t'attendrais même pas. Tu vas suivre une communauté indigène, si j'ai bien compris. Enfin, je sais pas, je suis juste regardé très rapidement les images et le pitch. Je comprends rien, je sais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette histoire. J'étais tout de suite très hypé. Et surtout en plus par rapport aux critiques, ça a l'air très très lourd comme contenu. Et enfin, le dernier, il y a un autre truc de HBO que t'as pas cité, qui est annoncé pour janvier. J'aime pas HBO, moi. Vas-y. Quoi? La série Last of Us. Ah si, j'ai dit vite fait. J'ai dit on n'a pas la date, mais je savais pas qu'on avait la date. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, je suis très hypé. Je sais pas si ça va être ouf, mais j'ai très envie de voir une série inspirée de jeux vidéo qui marche, quoi. Franchement, tu sais, c'est ouf parce que HBO, quoi. Enfin, moi, vous savez que je suis un gros fan d'HBO. Je vous encourage à regarder. 90% de leurs séries sont des excellentes séries qui dépassent la série. Pour moi, on est au-delà du divertissement avec HBO très souvent. J'ai chié sur la fin de Game of Thrones. Vraiment, j'étais en mode, mais c'est vraiment, on a tous été déçus de la fin de Game of Thrones. J'ai vu les 2 premières minutes d'House of the Dragon, j'ai fait, mais
le travail de malade d'adaptation qu'ils font, les costumes, les décors, la réa, les musiques. Et après, j'ai dit, pour un budget pas similaire, mais avec quand même un gros budget, je vois ce qu'on fait Netflix avec The Witcher, et je me dis, oh, mais c'est genre ce que je te disais, j'ai l'impression que The Witcher à côté, c'est un truc tourné à la Japan Expo avec 4 euros, quoi. Quand tu vois ce qu'ils ont fait à House of the Dragon à côté, tellement c'est majestueux, c'est immense, et c'est pour ça que j'ai tout à fait confiance à HBO pour adapter The Last of Us. Déjà l'acteur, je trouve le choix de Joel incroyable, j'adore cet acteur. Je sais plus qui joue Ellie, mais je trouve que ça passe bien aussi. Mais de toute façon je m'en fous après que les acteurs ressemblent ou pas au jeu, je veux juste une bonne série quoi. Mais j'ai tout à fait confiance en HBO pour faire quelque chose qui va pas juste être on capitalise sur la licence et on fait un truc schlag. Je pense qu'ils vont faire une très bonne série. Peut-être même dépasser le message du jeu, tu vois. Peut-être même aller un peu plus loin dans certaines réflexions et tout, mais moi je suis très confiant et j'ai très hâte, ouais. Mais bon, c'est dans longtemps quoi, donc on verra, hein. On en reparlera si c'est bien, on fera une émission dessus. Ouais, why not, hein, à voir. Après, bon, le Witcher, elle était pas peu cher, hein, mais c'est quand même, ils ont quand même mis plus de budget dans House of the Dragon. Oui, mais bon, le pilote de Witcher, c'est une catastrophe. C'est la Le cinématique pilote de PS2, Witcher quoi. est affreux. C'est Ah, vraiment le cinématique pilote. PS2. Il y a des plans, j'ai fait pause sur ma télé et j'ai Netflix 4K, hein, j'ai une bonne télé. Je te jure, je voyais les gros carrés sur les mouvements flous des trucs. Je me disais, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ah non, c'était Oh. affreux. Et là, j'ai regardé le pilote de Sandman, c'est inregardable. Je sais pas si t'as regardé. J'ai pas encore regardé. Ah mais le pilote, alors l'épisode d'après ça va mieux, mais alors le pilote t'as un plan à un moment d'un aigle qui, tu sais, filmé en vue TPS là, comme si tu suivais, tu sais, l'aigle dans un jeu vidéo, vue de dos qui traverse le bâtiment, je te jure. La 3D dans le bâtiment quand ça tourne, je sais pas si tu te rappelles justement, on parlait de Sweeney Todd, quand t'as ce plan dégueulasse de Londres en 3D, c'est la même qualité d'image, c'est dégueulasse. Alors, ils ont vraiment fait l'intérieur de la maison en 3D sur Unity, je sais pas comment ils ont fait, genre tu mets... Genre, en plus, ce plan ne sert à rien en fait. Faites juste un mec qui ouvre sa porte avec un beau trépied et un fil sur la photo, ce sera beaucoup plus efficace en fait que faire ce plan 3D pour dire vous avez vu, il y a enfin, je comprends pas en fait. En plus, c'est des trucs moches qui sont pas indispensables, tu vois. Qu'il vaudrait mieux enlever pour que la série fasse moins cheap que les laisser. C'est trop bizarre comme choix quoi. Et à côté, t'as le premier plan du dragon dans House of the Dragon et tu fais, mais c'est quoi ce truc quoi. Bref. On voit qu'ils mettent plus de moyens dans le pilote en tout cas et ça marche bien. Hello Data, comment tu vas? Tu arrives à la fin, Data. Il reste plus beaucoup de temps, mais bonsoir à tous. C'était Michel Yeo. D'ailleurs, je viens de voir qu'elle avait 60 ans. J'ai mis dans le chat Michel Yeo. Waouh, je savais pas. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu à la. T'es jeune, cette actrice. Déjà, je m'étais en train de me dire, mais Tigre et Dragon, ça a genre 20 ans ou moins ce film. Ouais. Bah non, ouais, c'est 60 ans. Et, pas de problème. et je te dos qui est d'accord, The Witcher, ça avait déjà l'air d'être d'une fan série avec du cosplay à sa sortie, je suis totalement d'accord. Après, je pense que tout le budget de The Witcher, on doit pas se mentir, est parti dans le salaire de Henry Cavill et pas dans la qualité de la série. Là où Game of Thrones, l'avantage c'est qu'ils ont pas d'énormes acteurs, enfin, ils ont des bons acteurs. Ils ont Matt Smith, je pense que Matt Smith coûte beaucoup moins cher, honnêtement, que Henry Cavill, quoi. Mais il capitalise toujours, tu vois, c'est vrai, j'en parlais, mais dans la saison 1 de Game of Thrones, tu as Sean Bean, qui a dû coûter un peu plus cher que les autres acteurs, je pense. Et là, t'as quand même Matt Smith, qui, en plus, son personnage est incroyable. Le costume sur son cheval, bon, je vais arrêter d'en parler, mais j'ai trouvé la qualité de son costume, juste le plectre en métal, tout est dans le travail de moindres petits détails, quoi. Ils sont très très forts dans le travail d'adaptation, quoi. Ouais, c'est clair que. En tout cas, tu vas mettre sur essentiel et important. Costume, voilà, c'est ça. Réalisation, le visuel et la CGI quoi. Alors que c'est ça que je trouve qui pêche le plus avec The Witcher, c'est en fait la série elle a commencé comme le bouquin. Parce que quand tu lis le premier livre il est chiant. Franchement, il est ouais, mais c'est que des petites quêtes annexes, hein. C'est ça, c'est que des petites quêtes annexes. Et t'es là genre, il nous amène nous, et en même temps t'es là genre, mais si ça a du succès, c'est forcément quelque part, et c'est que à partir du deuxième bouquin que tu commences vraiment à kiffer et que l'histoire t'accroche. Là, je suis en train de les manger, j'en suis au 4ème et je m'arrête pas. Bien. Je me suis pas je me suis arrêté au 3ème et j'ai trop envie de reprendre là. Mais tu vois là, t'as la série Amazon Seigneur des Anneaux qui sort semaine pro quoi. Enfin, je pense que même en termes de juste sur les visuels de bande-annonce, tu vois que ça arrive pas du tout à la hauteur de House of the Dragon. Après, on verra ce que ça vaut. Mais ça a l'air un peu cheapos quoi.
Et moi, Mais je t'avoue que j'ai plus peur de cette série que Witcher. Witcher, au moins, ouais. je trouve que là, ils sont sur une plutôt bonne lancée, ça fonctionne bien. C'est Oui, pas ça une série de ouf, fonctionne, mais ça fonctionne. c'est cool, quoi. Voilà. Si t'aimes l'univers, si t'es un fanatique comme moi de l'univers, limite, j'exagère, mais j'adore cet univers, je peux pas m'empêcher de Ah, regarder la pareil, série, même si pareil, je la trouve pas incroyable. folle. Mais House of the Dragons, j'attendais rien, et je dis, ah ouais, c'est vraiment Game of Thrones bis. Je vois Ouais. pas de grosses différences, et tu sens il y a une petite recherche d'écriture pour le moment. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais Bah, la moi, c'est saison 1 est clairement censée là. se dérouler sur 30 ans quasiment, tu vois. Déjà, je sais pas comment ils vont gérer ça. Mais Sur... ouais, sur 30 ans de scénario. ouais, Ok, bon, ouais. j'étais Oui, en train de oui, me dire. l'enfer. Non, non, c'est pas Dallas, c'est les feux de l'amour, quoi. Mais on verra. Bon, bah voilà le petit tour, hein, le petit tour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose que tu attends. Moi perso, ça va. J'ai pas de. Pas grand chose. Bah, j'attends énormément la rentrée pour qu'on puisse se caler, se faire nos petits challenges et avoir un peu Oui, plus plein un rythme d'émissions sur les qui pods. arrivent. Plein d'émissions qui arrivent. On va essayer de... Les, les pop, je Ça, je suis pense impatient. que. Les pop, on va faire la petite réunion Popcast maintenant en direct. Les pop, je pense qu'il faut qu'on se trouve un créneau fixe. Et à chaque fois, on se dit, ok, on le fait ce jour-là. On le sait 2 semaines à l'avance tout le temps. Et on s'organise dans nos vies personnelles très chargées pour le faire. Tu vois, je pense que c'est le seul moyen d'être régulier. On va en parler. Et évidemment, on vous prépare plein d'émissions, des challenges où on aimerait s'affronter sur des jeux, sur des, par exemple, petit exemple, par exemple, le premier qui arrive à battre Genichiro sur Sekiro, par exemple, avec un setup où vous verrez un peu les deux streams en même temps. On pourrait faire ça sur plein de jeux indés, genre le premier qui va battre tel boss dans Hollow Knight, le premier qui finit tel niveau dans Super Meat Boy, enfin plein de trucs comme ça, un peu rigolo. À chaque fois, le perdant sera peut-être l'arbitre de la session d'après, pourra pas jouer ou on va essayer de trouver un truc rigolo à faire, mais on a préparé les scènes. Pop, on est très content, là, le setup tient bien. Donc maintenant, c'est très rapide pour nous à préparer, donc on va essayer de vous en faire un tous les 15 jours, si on peut, évidemment. C'est la promesse de base. Et puis après, vous avez mes streams et Zouzou qui va reprendre Twitch, donc n'hésitez pas à le suivre aussi pour du Hearthstone très skillé et des émissions sur le cinéma. Ça va être sympa, et puis voilà. Mais en tout cas, plus de présence, ça, vraiment, moi, je m'éclate bien à faire ça, donc je vais essayer de trouver le temps, quoi. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà, bon bah écoute, merci beaucoup à toi, je pense qu'on peut conclure, je sais pas si t'as un mot de la fin, parfum. Bah, merci à toi. Parfum, c'est bien. Ouais. Ou sinon, britannique. Ah J'aime bien, bah tu vois Je vais d'ailleurs, finir avec ce que dit Je te dose. voilà, bah parfait, tous les acteurs de Game of Parce Thrones qu'on les sont quasiment les britanniques. Brita. C'est ça, bah écoute, moi je vais dire états-unien, et puis je vais vous laisser là, je vous envoie un petit raid, donc vous pouvez rester sur l'écran de fin. Et puis je vous remercie à tous d'être passés, merci à toi Zouzou pour l'émission d'aujourd'hui, et puis on vous tient au courant pour la prochaine, et on vous fait des gros bisous. Merci à toi Jojo, c'était très très... Et vous remarquez que britannique c'est Brita et... Bien sûr. Comme la marque. De chaussures. Allez, Allez, bye. Des gros bisous. Des bisous, bye bye.